Bien, cette séquence est consacrée cette fois-ci à la colonne de mesure. Appareil, là encore, très répandu dans l'industrie mécanique, parce que très polyvalente, permettant de faire des mesures de points toujours distants d'un plan de référence qui est matérialisé par la surface du marbre, qui lui-même est étalonné. En général, la qualité d'un marbre se définit aux alentours de 4-5 micromètres sur l'ensemble de la surface. Défaut de planéité autorisé. En fait, la mesure correspond, sur ce type d'appareil, à la distance entre un point de contact et la surface donc du marbre. Mais l'avantage, c'est qu'étant équipé d'une règle de mesure, le résultat obtenu est numérique. Vous voyez ici la valeur s'afficher. Et cette valeur va permettre de faire un certain nombre de traitements possibles entre des points. Ces points sont tous obtenus dans une même direction perpendiculaire au marbre. Si ces directions sont perpendiculaires au marbre, cela veut dire que les pièces mécaniques que l'on veut vérifier doivent être correctement orientées par rapport à la direction de la mesure. Ça nécessite des montages de contrôle. C'est la contrainte générée par un appareil unidirectionnel. Nous ne parlerons pas, dans ces séquences de première année, des machines à mesurer tridimensionnelles qui vont permettre de lever cette contrainte en ayant cette fois-ci 3 directions de mesure, les 3 directions de l'espace, x, y et z, et donc de récupérer les coordonnées d'un point, cette fois-ci, dans l'espace, et donc de nous permettre des traitements beaucoup plus puissants. L'avantage de cet appareil, c'est qu'il est très facile à mettre en œuvre par les opérateurs, et donc a pu se répandre de manière énorme. En plus, le coût n'est pas très élevé par rapport à une machine à mesurer tridimensionnelle. Utilisation de cet appareil. Cet appareil est monté sur coussin d'air. Donc vous avez un compresseur qui, lorsque vous l'activez, vous permet de déplacer votre appareil. Et en vous déplaçant, vous allez pouvoir vous positionner à l'endroit qui vous intéresse. La mesure, normalement, doit se faire toujours sans le compresseur, c'est-à-dire le plan d'appui inférieur de la colonne doit bien être confondu avec le plan du marbre pour ne pas générer de défauts supplémentaires de perpendicularité. Comme tous les autres appareils que nous avons vus jusqu'à présent, pied à coulisse, micromètre, comparateur, il faut calibrer l'appareil. La calibration se fait d'abord sur la règle de mesure, en initialisant la règle de mesure à 0, ce qui a déjà été fait. Puis ensuite, il faut calibrer le palpeur, car nous pouvons utiliser ici énormément de touches différentes, en longueur et en diamètre. Ici, j'ai monté une touche assez standard pour mesurer des dimensions, on va dire, relativement importantes. Pour calibrer le palpeur, eh bien, il faut utiliser un appareil de référence, celui que je vous propose ici, est très très simple. C'est simplement une cale étalon spéciale, sur laquelle a été fixée une autre cale, qui permet de rendre confondu ce plan avec ce plan. Autrement dit, ils sont tous les deux à la même cote lorsque je positionne l'appareil, ici, sur le marbre. Je me retrouve avec une hauteur ici de ce plan, qui est la même que la hauteur de ce plan. Ce qui fait que l'opération de calibration dans ce cas, un peu plus complexe que dans les précédents appareils, va se faire en 2 opérations. Une première qui va consister à palper un point sur ce plan, et une deuxième qui va consister à palper un point sur ce plan. Opération que je vais vous faire de suite, qui consiste à dire je calibre mon palpeur à l'aide de la méthode 2, et là je vais amener mon palpeur à rechercher un point de palpage. Lui-même va le chercher et détecter le contact. L'intérêt de ce type de machine, c'est que la prise de contact s'est faite automatiquement, autrement dit à une vitesse constante, avec un rebond maîtrisé, ce qui ne serait pas le cas si la machine était totalement manuelle. Puis ensuite, il faut aller chercher le deuxième point, c'est-à-dire celui-là, et là, il faut lui dire d'aller le chercher.
Et maintenant, elle détecte ce deuxième point, elle se dégage automatiquement, et elle me donne une valeur ici, que vous pouvez voir, qui est ce que l'on appelle la constante d'un palpeur. On retrouve ça sur tous les appareils de mesure, uni-, bi- ou tridimensionnels, qui utilisent des palpeurs sphériques, qui est la plus courante utilisation dans ce type d'appareil. La constante du palpeur n'est pas le diamètre du palpeur, contrairement à ce qui est écrit ici, mesurer diamètre palpeur. C'est une constante. Pourquoi? Parce que cette bille a été calibrée, a été étalonnée, elle fait 10 mm. Et pourtant, la valeur obtenue n'est pas de 10 mm, 9,971 mm. Autrement dit, il y a en gros 3 centièmes de millimètre qui ont disparu. Ils ont disparu dans le temps de réponse de mon système, dans la flexion de ma touche, dans la qualité du positionnement sur la règle. Autrement dit, ce n'est qu'un diamètre apparent. On appelle ça la constante d'un palpeur. C'est un terme qui est mal approprié, qui est très couramment utilisé dans l'industrie, parce qu'elle est rarement constante. La preuve, si je réitère l'opération, retenez bien la précédente valeur, 9,971. Si je réitère donc cette opération, et que je lui demande cette fois-ci, voilà, d'aller rechercher le point, et maintenant d'aller chercher l'autre point, pas de chance, nous avons retrouvé ici 9,971, j'ai travaillé sans filet, j'ai trouvé aucun écart. Si je recommençais, j'aurais peut-être des écarts de 1, 2 ou 3 microns. Ça fera partie des incertitudes de répétabilité dans les opérations de calibration des appareils. Ceci n'a rien à voir avec l'étalonnage. L'étalonnage consistera à connaître tous les écarts que l'on a sur l'ensemble de la course de l'appareil, donc les erreurs d'indication de l'appareil. Là, nous n'avons fait que définir la constante palpeur. Pour continuer dans l'utilisation de l'appareil, si je veux par exemple mesurer la distance entre deux plans, par exemple celui-ci et celui-là, eh bien je vais par exemple dire je veux mesurer tel plan, et il va aller chercher donc le point de contact correspondant, je le choisis, et ensuite je lui laisse faire sa manip. Il a acquis le premier point. Je lui demande d'acquérir le deuxième point. Hop, excusez-moi, je me suis trompé. Je lui demande donc d'acquérir le deuxième point. Ainsi, j'ai obtenu deux cotes par rapport à ce plan et par rapport à celui-là. La différence de ces deux cotes me donne la cote entre les deux points dans cette direction. Attention, suivant la position de ces points, je peux trouver des valeurs différentes, puisque ces deux plans ne sont pas parfaitement parallèles et ne sont pas parfaitement plans. Et donc, la stratégie de palpage, autrement dit le choix des points que l'on va palper, sont très importants pour définir la grandeur effectivement mesurée. Ce que je viens de vous montrer est la pratique la plus courante. Vous pouvez également, lorsque vous avez des mesures d'alésage à faire, vous servir d'un cube de référence qui vous permet de garantir un plan perpendiculaire au marbre. Ici. Ce plan perpendiculaire, si vous positionnez la pièce dessus, eh bien avec votre appareil de mesure, qui est la colonne, vous allez pouvoir aller relever des points de rebroussement ici, comme on avait vu avec le comparateur. Point de rebroussement ici, pour obtenir les valeurs des diamètres. Tous ces points peuvent être mémorisés, et des traitements peuvent être réalisés dessus, pour obtenir toutes les valeurs que l'on souhaite obtenir pour vérifier la conformité d'une pièce à une exigence, suivant ce type de méthode.